Aujourd'hui, j'interview Sophie Hélène, qui est radiologue, et vous connaissez certainement son compte qui s'appelle The French Radiologist. On va parler de ses études de médecine, de sa profession de radiologue, des difficultés qu'elle rencontre, et aussi de son compte Instagram, et particulièrement d'une actualité. Elle a récemment sorti son premier livre qui s'appelle Docteur Médecine au rayon X. Bien sûr, comme d'habitude, je lui ai préparé un petit jeu, ça s'appelle Ça dit quoi. Elle devra me dire ce qu'elle répondrait à quelqu'un qui lui dirait ça dans la vraie vie. Les déserts médicaux, c'est dû aux médecins qui veulent tout savoir la belle vie sur la Côte d'Azur. Mais t'as totalement raison. D'ailleurs, je vais chercher mes lunettes de soleil. Là, j'ai mon train qui m'attend pour Saint-Tropez. Les déserts médicaux, c'est dû à la féminisation de la profession. Tout à fait. Si ça vous plaît, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner au podcast, à mettre 5 étoiles et à me recommander des créateurs que vous aimeriez que j'interviewe dans ce podcast. C'est parti pour l'interview. Bienvenue Sophie dans ta première consultation. Salut Sophie. Salut Anthony. Trop content de te voir sur le podcast. Je pense que tu étais une des personnes que j'attendais beaucoup sur le podcast pour faire une interview. Et puis d'ailleurs, c'est un super bon timing parce que tu vas bientôt sortir un livre. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc je suis vraiment super content de t'accueillir sur le podcast. Moi aussi, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, tu es donc médecin, plus précisément Ouais. radiologue, on en parlera tout à l'heure aussi. Et pour introduire ces podcasts, j'aime bien, il y a une petite tradition, c'est que je donne un mot à mes invités et grâce à ce mot-là, ils essaient de broder autour de ce mot, ils présentent un petit peu leur compte Instagram, leur profession, ils essaient de se présenter un petit peu rapidement autour de ce mot-là. Et pour toi, j'ai choisi un mot qui te représentait beaucoup à travers ton compte, je le ressens vraiment, c'est le mot passion. Je sens qu'il y a vraiment une passion pour ta profession, mais aussi une passion pour tu as à cœur de transmettre pas mal de choses sur ton compte Instagram, donc je trouvais que ça te représentait bien ce mot-là. Qu'est-ce que C'est tu gentil. pourrais me dire? Ouais. C'est vrai, j'ai toujours été passionnée et j'ai toujours aimé beaucoup transmettre. En fait, quand j'étais jeune, enfin jeune, quand j'étais au collège, j'avais une de mes meilleures copines qui était pas très bonne en maths. Et moi, j'adorais les maths parce que c'est vrai que depuis toute petite, en fait, j'ai mon père qui a toujours été derrière moi et qui m'a appris la logique des maths et je lui dois beaucoup. Mmh. Et en fait, les maths, pour moi, c'était devenu un jeu. Donc, en fait, je faisais des annales du brevet, j'en mangeais tous les jours et tout, mais c'était un rituel et j'adorais faire ça et voir que j'avais bon, tu vois. Et en fait, ma pote, elle avait plus un profil littéraire et ça, les maths, c'était vraiment pas son dada, ni la factorisation et tout. Et en fait, ça a commencé un jour, je lui explique quelque chose. Et en fait, petit à petit, je lui donnais de plus en plus de cours particuliers entre copines. Donc, je venais chez elle, on faisait les devoirs ensemble. Et c'était devenu le rituel de, bah, vas-y, je vais t'expliquer comment on factorise et tout. Et ma plus grande joie et succès, c'était pas que moi, je réussisse le brevet de mathématiques, mais que elle ait une bonne note. Mmh. Et ça m'a fait vraiment super plaisir. Et après, au lycée, pour avoir un peu de sous à côté, j'ai commencé à donner des cours de maths. Donc, en fait, j'avais donné un cours de maths à une fille. J'avais mis des annonces, en fait, dans des magasins à côté de mon quartier. Et un jour, j'ai un parent d'élève qui m'appelle et qui me dit, voilà, ma fille est en telle classe, est-ce que vous pourriez lui donner des cours? Donc, je donne d'abord des cours à une fille. Et en fait, elle était tellement contente qu'elle a dit à ses copines, j'ai une prof de maths qui est trop sympa et qui est jeune et tout, qui est trop cool. Et donc, de fil en aiguille, je me suis retrouvée avec trois copines. Donc, j'allais les unes chez les autres 3 fois par semaine donner des cours de maths. Et en fait, c'est ainsi que est venu pour moi le plaisir de transmettre et d'expliquer aux autres. Ensuite, pendant les études de médecine, c'est vrai qu'on faisait pas mal de sous-cols avec mes potes. Et pour moi, les sous-cols, c'était mon moment préféré. Parce que pendant les sous-cols, en fait, tu expliques aux autres ce que tu as compris et les autres t'expliquent ce que eux ont compris et que toi, tu n'as pas compris. Et je trouve que du coup, comme un puzzle, en fait, on connecte nos connaissances et les morceaux qui te manquent, et ben, l'autre permet de te les compléter. Et quand on comprend pas tous ensemble, on cherche ensemble l'information. Donc pour moi, les sous-cols, c'était vraiment quelque chose qui était hyper bénéfique et hyper valorisant. Donc voilà, j'encourage les gens à faire des sous-cols pendant leur révision et leurs études. Et ensuite, voilà, le compte Instagram, c'est venu tout d'abord parce que j'avais envie de montrer ce que c'était la radiologie. Mais en fait, à la base, c'était honnêtement, la vérité, pour tout commencer, c'était pour moi. C'était pour avoir ma banque Mmh, d'images j'avais sur mon entendu. compte Instagram Mmh. parce que je voulais pas mettre ça sur mon compte perso et que je voulais pas saouler mes potes qui sont pas en médecine avec des informations médicales qui pouvaient être lourdes et inintéressantes pour eux. Mmh. Donc, c'est vrai qu'Instagram, c'est plus un canal où tu mets tes photos de vacances, tu mets tes restaurants, tu mets tes soirées, mais tu partages pas des informations médicales. Donc, vraiment, moi, j'avais pas du tout visé ça à la base. Et du coup, j'avais ma petite bibliothèque d'imagerie avec plein de radios, plein de cas, et je mettais le texte et l'image pour pouvoir me souvenir de ce qui était lié au texte, enfin à l'image. Mmh. Et c'est ainsi que j'ai commencé. Et un jour, j'ai un pote de la fac qui était plus jeune que moi qui me pose une question pour le concours de l'internat, qui était externe. Et je lui dis, écoute, c'est ça la réponse. Et si tu veux avoir plus de cas de radiologie, parce que c'est vrai que dans les livres de médecine, c'est imprimé, c'est une image, alors que la radiologie, les scanners, c'est dynamique, c'est des Et coupes ouais. millimétriques. Tu peux changer les plans, tu peux voir les images
et les pathologies en dynamique. Et dans les livres, c'est une page qui est imprimée, donc tu perçois pas tout. Et je pense que pour bien comprendre la radiologie, il faut justement avoir cette vision dans toutes les Mmh. dimensions des pathologies. Donc j'avais fait ce compte Instagram pour donner le plus d'images pour moi. Et aussi, donc, je l'ai partagé à ce pote-là qui un jour a décidé de le partager avec toute la fac. Et c'est du jour au lendemain que je me suis retrouvée avec 300 abonnés alors que j'en avais 10. Et c'est comme ça après que tout est parti, des étudiants qui me posent des questions, qui m'encouragent à continuer, etc. Et après, c'est comme ça que j'ai commencé à transmettre un peu mon expérience et aussi mon savoir. Tu vois, je me suis pas trompé sur le mot passion. On sent que tu es vraiment imprégné par tout ça, par la transmission. Et du coup, tu as la transmission dans le cœur, l'enseignement, etc. Est-ce que tu as pensé à être prof ou est-ce que le métier de médecin, ça a déjà été direct une vocation pour toi? Alors, faire médecine, ça a toujours c'est soigner les autres, prendre soin des autres, s'occuper des gens, ça a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur et faire du bien aux autres. Moi, tu vois, j'aime bien faire du bien aux autres dans mon métier, mais aussi dans la vie de tous les jours quand je rencontre des gens. J'aime bien rencontrer les Mmh. gens, j'aime bien les connaître, j'aime bien, ouais, enfin, avoir une interaction avec les êtres humains. Mmh. J'adore ça. Et donc, je pense que je suis quelqu'un d'assez social et d'extraverti, mais aussi en fait, j'avais envie de leur apporter plus que ça, c'est-à-dire de pouvoir avoir le pouvoir de savoir quelles maladies ils ont, d'avoir le pouvoir de pouvoir les aider encore plus que ça, tu vois. Ouais. Parce que déjà, je trouve que sourire à quelqu'un, c'est déjà beaucoup. Et en plus, s'intéresser à la personne et essayer de lui faire du bien en lui parlant, c'est déjà quelque chose. Et quand tu soignes, en fait, tu à un autre niveau. Donc pour moi, c'était quelque chose qui était dans la continuité. Ensuite, être prof à la fac de médecine ou en prépa, j'aurais adoré faire ça. Sauf que voilà, ça prend beaucoup de temps et Mmh. pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps d'y réfléchir beaucoup. Mais pourquoi pas être prof de médecine à la fac, un de ces quatre, OK. ça pourrait être un bel objectif. Bah, carrément, ouais, bien sûr. C'est clair. Ouais, je sens vraiment cette fibre pédagogue en toi, donc c'est intéressant. Et du coup, tu as quel souvenir de tes études? Est-ce que tu étais plus dans les studieux ou plus dans les fêtards? Quelle image de Alors, sortie j'ai on pourrait toujours te faire? été très studieuse, hein, Ouais. dès le collège, j'étais avec des copines, on allait les unes chez les autres Mmh. après les cours directement faire nos devoirs. Et une fois qu'on avait fait nos devoirs, on avait le droit de jouer à la Wii, on avait le droit de regarder High School Musical et tout. Mais c'était toujours pour moi, un, le travail et deux, la La détente. récompense, ouais. Et ça a toujours été en fait mon credo, c'est d'abord tu bosses et après tu auras la récompense de ton travail, c'est-à-dire tu auras le droit de te détendre et de sortir. Et donc, pendant le lycée aussi, j'ai beaucoup travaillé parce que j'étais au lycée Henri IV, donc c'était un lycée qui était assez exigeant. Et c'est vrai que là-bas, j'ai appris vraiment la rigueur de travail. Je comptais plus les heures de travail. Et en fait, je me rendais compte que par rapport à mes autres copines qui étaient dans d'autres lycées, je travaillais plus qu'elles. Parce que c'était DM de maths, DM de physique, DM de philo, DM de français tous les week-ends. Donc en fait, tu as envie d'avoir des bonnes notes partout et tu es obligé de tout faire bien, tu vois. C'est pas juste des devoirs. Et donc voilà, après j'ai fait la première année de médecine où là je me suis vraiment enterrée, c'est-à-dire que je voyais plus une copine, je sortais plus, j'ai pas fait Noël, j'ai pas fait le jour de l'an. Et là j'étais vraiment en mode mon objectif égale avoir médecine, sinon j'arrête tout. Et en fait je m'étais donné ce défi de me dire si je l'ai pas du premier coup, c'est que c'est pas pour moi. Mmh. Et du coup c'est ça qui m'a poussée à me dire bah en fait c'est ta seule chance. Et j'ai travaillé comme si c'était ma seule chance, même si j'en avais deux, mais j'ai vraiment travaillé comme si j'avais qu'une seule chance. Donc le premier semestre, j'étais à 20 places du classement pour l'avoir. Et le semestre d'après, j'ai mis le dernier coup de cravache et je suis rentrée en fait in extremis dans le numerus clausus. J'ai été dans les 30 dernières places de médecine. Donc vraiment pour moi, c'était une belle victoire parce que c'est vrai que c'était l'époque où il y avait les doublants. Mmh. Et en fait, moi, ce qui me faisait pas peur, c'était pas les primants qui étaient comme moi. Ce qui me faisait peur, c'était les doublants. Parce que les doublants, ils avaient déjà fait un tour, ils savaient déjà tout. Et en fait, ils étaient hyper chauds. Donc c'est vrai que ça m'impressionnait beaucoup de voir leur rapidité à comprendre les trucs, mais en fait, c'est des trucs qu'ils avaient déjà vus. Donc, mon but, c'était d'arriver à leur niveau. Et ensuite, pendant 2 années médecine, tu sais, tu as les années cool, Mmh. la P2, la Bien D1, sûr. où tu découvres l'ambiance carabine, les soirées médecine, le ski fac, etc. Et en vrai, on se mettait tous à réviser, parce que tu as des petits partiels quand même, Mmh. histoire que tu apprennes quelque chose. Et c'est vrai que les partiels, tu révisais ça 3 semaines ou 2 semaines à l'avance. Tu te mettais en Bien mode sûr. P1. Donc, avec des copains, on allait à la Bibli de 9h C'est ça. à 21h, 22h pendant 3 semaines. Et puis après, on validait. Donc, j'ai pas eu de rattrapage en P2D1. Donc c'est un Et après, il y a eu l'externat. un bon mélange Et du coup entre l'externat, studieux et fêtard, c'est ça? ouais, P2D1, c'était plutôt fêtard Ouais, que ça studieux, hein. P2D1, j'ai décompressé un peu par rapport à ma première année de médecine.
j'ai redécouvert la vie sociale, les Mmh. soirées, machin, le fait, de pas avoir à mettre de réveil, en Bah, ouais, semaine, c'était un tout à fait. luxe, donc c'est vrai que ça, c'était vraiment une belle époque. Mais tu sentais qu'il te manquait quelque chose, tu vois? Parce que mes potes, en fait, mes potes qui étaient pas en médecine, quand ils étaient en vacances, c'était en mode: «Yes, je suis en vacances», tu vois? Moi, j'étais en vacances toute l'année pour moi, donc j'étais Ouais. en mode: «Ah mais c'est des bolos, ils sont contents d'être en vacances, c'est normal d'être en vacances». Non, je rigole, je suis horrible de dire ça, mais c'est vrai. Et ensuite, pour l'externat, j'ai eu du mal à me remettre dans l'externat et c'est vrai que j'ai eu, pour la première fois de ma vie, des rattrapages, les 2 tiers de l'année au rattrapage parce qu'en fait, j'étais encore restée dans ce rythme Ouais. de P2D1. Mmh. Et donc les 2 premiers semestres, le premier semestre, enfin le premier trimestre, pardon, je l'ai pas validé. Le deuxième trimestre, j'étais dans un stage où j'apprenais plein de choses. Donc en fait, j'ai validé grâce à mon stage parce que le cas du patient qu'on a eu dans le dossier, Mmh. le jour de l'examen, c'était un patient ça m'a rappelé un patient que j'avais Mmh. vu. Donc tout me semblait facile. Et j'avais eu 14 en pneumologie, ce qui est une très bonne note en médecine, et ça m'a permis de remonter mon 9 en réa et mon 10 Ouais, en le cardio. équilibre, ouais. Donc j'ai eu la moyenne. Et ensuite, le dernier trimestre, bah, j'ai pas validé et j'avais du mal en fait à me remettre dans le rythme de travailler. Mais déjà au troisième trimestre, j'avais eu un trimestre en rattrapage, j'avais plus envie de merder, mais ça a pas marché. Et après l'été, j'ai travaillé comme une folle pour valider du coup 6 mois de cours en un mois et demi. Ouais. Et je m'y suis mise à fond et là j'ai validé. Donc voilà. Et après, je me suis remise pour les 2 années restantes de l'externat, je me suis remise dans un rythme assez studieux, voire très Mmh. studieux, et je m'autorisais 2 soirées par semaine, pas Mmh. plus, et tout le reste de la journée, j'étais en stage le matin et j'allais à la bibliothèque l'après-midi. Ouais. Donc voilà, je suis plutôt quelqu'un de studieux, on va dire. Belle performance. Mais j'aime bien faire la fête aussi, hein. Et du coup, tu es, comme je le disais en introduction, tu es du coup médecin radiologue. Il y Exact. a beaucoup de clichés sur cette filière, donc tu vas Ouais, tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce que tu peux nous présenter le métier de radiologue pour, être sûr de ne pas passer à côté de toutes les notions et de bien comprendre que les clichés ne sont pas forcément vérifiés? exactement. Donc d'abord, être radiologue, les radiologues sont des Mmh. médecins, donc c'est-à-dire qu'ils ont fait les 6 ans d'études de médecine de base, plus ils ont fait un internat qui est de Ouais. 5 ans pour les radiologies générales et de 6 ans s'ils veulent faire de la radiologie interventionnelle. Donc c'est une qualification qui est supplémentaire, la radiologie interventionnelle, et c'est des radiologues qui vont faire des gestes comme de l'embolisation, drainage d'abcès, des biopsies pulmonaires par exemple, ou des biopsies d'organes, etc. Donc c'est les radiologues qui sont un peu comme des chirurgiens, mais avec des aiguilles et Mmh. avec des fils. Donc en fait, le but, c'est de faire des sortes c'est de faire des gestes qui sont pas invasifs, c'est-à-dire qu'on va pas avec un scalpel ouvrir le corps, mais que en faisant une petite incision dans un point, on va aller dans un vaisseau ou aller dans un organe et introduire Mmh. un guide ou des aiguilles. Donc ça, c'est la radiologie interventionnelle et c'est 6 ans. Et c'est guidé avec l'imagerie en fait. Le radiologue interventionnel, il fait les gestes en étant aidé par l'imagerie. Ensuite, tu as la radiologie du coup diagnostic, ce que je fais. Et le radiologue diagnostic, en fait, son but, c'est grâce au scanner, à l'IRM, à l'échographie et à la radio, c'est de connaître l'anatomie des patients, de connaître le normal et de dire quand est-ce que c'est pas normal. Et grâce à certains signaux, certaines densités d'images, il va pouvoir dire bah là c'est pas normal et après de pouvoir distinguer ce qui est bénin, infectieux, malin, Mmh. etc. Donc le but du radiologue vraiment c'est de mettre le mot sur les pathologies et de faire un compte-rendu bien détaillé et bien précis pour que le clinicien après quand il reçoit le compte-rendu, il ait l'information, bon bah il faut rien faire, c'est bénin, il peut Mmh. rentrer chez lui, il faut surveiller dans 6 mois, etc. Donc c'est le radiologue vraiment ça, il a un rôle clé en fait dans la prise en charge du Mmh. patient. Et s'il se trompe, bah, en fait, ça peut être un cancer qui est raté, ça peut être une infection qui se Mmh. dégrade et un patient qui finit en réanimation. Donc vraiment, c'est très très important que le radiologue fasse le bon diagnostic. Ensuite, la radiologie, c'est une spécialité qui est hyper vaste dans le sens où on peut faire de la neuroradiologie, c'est-à-dire être spécialisé Mmh. dans l'imagerie du cerveau. On peut faire de l'imagerie du sein, être spécialisé en scénologie. On peut faire l'imagerie des ovaires, de l'utérus, chercher l'endométriose. Donc il y a un peu des spécialistes dans chaque partie, chaque organe. Et ensuite, la radiologie, il y a pas mal de clichés qui circulent malheureusement, parce que c'est vrai que les radiologues passent beaucoup de temps devant l'ordinateur, mais il y a des radiologues dans des cabinets privés qui vont voir chaque patient. Après, à l'hôpital, c'est vrai qu'on a un débit de patients qui fait qu'on ne peut pas aller voir tous les patients malheureusement. Et donc, les patients se retrouvent avec un compte-rendu et des images, et ils doivent aller voir un autre médecin pour leur Mmh. expliquer les résultats. Et donc, on a l'impression que les radiologues sont un peu
des médecins qui sont dans leur coin, derrière leur ordinateur, un peu asocial, qui ne voient pas les patients. Et donc, il y a plein de gens qui vont dire: «Ah non, mais les radiologues, ils voient jamais les patients, ils ont pas de rapport humain, c'est pas une spécialité qui est pour moi». Sauf que en scénologie, par exemple, pour l'imagerie du sein, tu as un rapport hyper intime avec les patientes parce qu'en général, les patientes, elles font les radiographies, les mammographies, les radiographies des seins, les mammographies au même endroit. Et donc, elles voient souvent chaque année le même radiologue. Donc, à Ah, il partir y a de un ce rapport, moment-là, la patiente, elle se souvient de toi et tu ouais. établis un lien. Il faut savoir qu'en scénologie, les patientes, en général, elles se livrent énormément. Elles ont parfois des parcours qui sont assez lourds parce qu'elles ont déjà eu un cancer du sein, donc elles sont assez stressées. Et c'est à toi de les rassurer ou de leur expliquer quelle va être la suite de leur Mmh. prise en charge. Donc, pour moi, la scénologie, tu as un rapport avec les patientes qui est hyper intime et hyper fort. Et moi, j'ai vécu des moments hyper forts avec des patientes en scénologie. Et donc, je ne suis pas d'accord de dire que les radiologues n'ont pas du tout de rapport Mmh. avec les patientes. Et même quand tu fais des échographies, que tu fais pas de scénologie, mais que tu fais des échographies pour tout et n'importe quoi, c'est quand même toi qui es en première ligne et qui va dire au patient, bon, bah, il y a des kystes, c'est simple, il n'y a rien à faire. Ou alors, j'ai vu quelque chose, va falloir faire des examens complémentaires. Et chaque radiologue fait de l'échographie, donc au final, tu as quand même un rapport avec les patients. Et parfois, tu as des patients que tu vois pendant des années et tu Et établis un oui. lien sur plusieurs années et ça, c'est hyper fort. Merci beaucoup pour cette présentation. J'avais noté plein de questions, tu y as déjà répondu, donc c'est parfait. Du coup, toi, tu es pas spécialisé dans un organe particulier? Toi, tu fais de la radio Si, si, pardon. Plus si, moi en ce moment, je suis chef de clinique à l'hôpital Cochin. ouais, Donc, je fais de l'imagerie thoracique. Donc, thoracique. en fait, on est spécialisé dans les pathologies du cœur et du poumon. OK. Et moi, en fait, je me suis plus spécialisée dans la partie poumon parce que la partie cœur, ça me plaisait moins. Et moi, j'ai envie de faire un métier dans lequel je suis passionnée et que Mmh. ça m'intéresse. Et c'est vrai que la cardio, ça a toujours été un peu mon point faible, mon talon d'Achille. J'ai jamais été une fan des mécanismes de la cardiologie, donc j'ai laissé un peu de côté l'imagerie cardiaque. Mais je fais beaucoup d'imagerie thoracique, j'ai toujours aimé la pneumologie. Mmh. Et donc, on s'occupe des pathologies pulmonaires chez les patients qui sont en médecine interne, chez les patients qui ont des maladies infectieuses, chez des patients qui ont la mucoviscidose. Donc, on a quand même un panel de diagnostics qui est assez large et ça, c'est hyper intéressant. Je fais aussi de l'imagerie du sein Mmh. et je fais aussi l'imagerie de la femme, c'est-à-dire ovaire, utérus, etc. OK, OK, OK. D'accord, très bien. Et je t'ai entendu parler d'infectio, du coup. C'est quoi la répartition des différents cas cliniques? Il y a de la traumato, j'imagine, de cancéro, Ouais. et de l'infectio. C'est quoi la répartition? Il y a plus de cancers, il y a plus de... Alors, là où je suis, il y a beaucoup de cancéraux quand même. Donc, on fait beaucoup de... Soit on détecte les nodules et on dit, bon, bah, il faut le suivre dans 6 mois et on voit son évolution, est-ce qu'il grossit, est-ce qu'il stagne. Mmh. Ou alors, on voit une image qui est très, très évocatrice d'un cancer. Mmh. Et dans ce cas-là, on adresse le patient au chirurgien et le chirurgien décide s'il enlève le poumon ou s'il enlève juste un lobe ou s'il enlève un bout de lobe. Donc, voilà. Et ensuite, on suit les patients en post-opératoire. Donc, une fois qu'ils ont eu leur opération, on fait le scanner de contrôle pour être sûr que tout a bien été enlevé. Et après, on suit le patient sur plusieurs années pour être sûr qu'il n'y a pas de récidive OK. pour la partie cancérologie. Et malheureusement, parfois, il y a des cancers qui récidivent ou qui métastasent. Ou alors avant la chirurgie, il faut faire un traitement par chimiothérapie ou radiothérapie. Et donc, tu vois, tu suis l'évolution de la tumeur avec les traitements, en fait. OK. Ça, on en fait beaucoup. Et une question qui me vient et qui intéressera pas mal de monde, je pense, c'est, bah, comment on fait quand on se trompe, en fait? Quand j'imagine qu'il y a une double lecture par un de tes confrères, mais par exemple, si je sais pas si c'est déjà arrivé, mais si vous, tous les 2 vous regardez votre, radio de sein et vous dites: «Il y a pas de nodule, il y a pas de tumeur», et que finalement 6 mois après, on se rend compte qu'il y a eu une évolution. Mm. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est possible? Et Alors, bien sûr, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, surtout en scénologie, parce qu'il y a des images qui sont très subtiles. mmh, Et en fait, c'est toujours facile quand la boule, elle est comme ça, de dire, ah ouais, mais rétrospectivement, il y avait ça avant. C'est toujours plus facile. Malheureusement, ça peut arriver que certaines tumeurs, à leur stade très précoce, passent entre les mailles du filet parce que on peut pas savoir. Et c'est comme dans le poumon, parfois on a des tout petits nodules comme ça. On fait un contrôle à 6 mois parce qu'on ne sait pas comment il va évaluer le nodule et on peut pas enlever tous les nodules du poumon qu'on voit parce qu'il y en a qui sont bénins. Et ben dans le sein, c'est un peu la même chose. Parfois, il y a une toute petite tache qui est apparue, sauf qu'elle est tellement petite qu'on ne peut pas voir ou discerner avec nos yeux que mmh, la tache était petite. Et donc, on la découvre quelques années plus tard ou quelques années plus tard. Quand je dis ça, c'est parce que le dépistage des cancers du sein, c'est tous les 2 ans. Donc parfois, ça arrive que 2 ans plus tard, on découvre la tumeur et on dit, ah mince, c'était ça il y a 2 ans. mmh, Ce qu'il faut savoir, c'est que tant que le cancer n'est pas métastatique et que tu peux le traiter de la même façon que la première tumeur,
ça va. Mais c'est vrai qu'une tumeur, plus tu la détectes tôt, plus tu l'enlèves tôt, meilleur est le pronostic pour le patient. Donc bien sûr, le trouver plus tard, c'est une perte de chance pour le Mmh. patient. Mais le cancer du sein, on a fait tellement de progrès dans la prise en charge, que ce soit chirurgicale, chimiothérapie et radiothérapie, que maintenant les patientes, elles ne meurent plus du cancer du sein, ce qui était le cas il y a 20 ans. Maintenant, les patientes, elles sont suivies à vie, elles ont une prise en charge qui leur permet d'avoir une qualité de vie quand même qui est correcte. Je parle pas quand elles sont en plein traitement et qu'elles perdent leurs cheveux, etc. Mais pour la suite, tu as quand même une certaine qualité de vie. Tu peux faire des chirurgies reconstructrices où tu fais une symétrisation entre les deux seins, donc il n'y a pas une sorte de gêne esthétique pour les patientes. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus d'associations et de prise en charge psychologique qui sont mises en place. Donc les patientes sont beaucoup aidées pour la prise en charge du cancer du sein. Et bien sûr, quand tu sais que tu t'es trompé, c'est jamais Mmh. agréable et malheureusement, ça arrive et en fait, il y a pas un médecin qui ne fait pas d'erreur, Ouais, bien sûr. que ce soit dans toutes les spé confondues, donc l'erreur fait partie malheureusement du métier et en fait, ce qui est important pour moi, c'est d'apprendre de ton erreur et de dire: «Bon, bah, voilà, j'ai eu un manque sur ce truc-là, je ferai plus attention la prochaine fois». Mais c'est vrai que pour ton ego et pour ton moral, ça fait jamais Et oui, bien plaisir. sûr. Mais du coup, il y a une double lecture avec un confrère, j'imagine, c'est ça, hein? Pour la scénologie, oui, Ouais. mais pour le scanner, non. OK, Pour le d'accord. scanner, à l'hôpital, tu as l'interne en général qui fait le premier compte rendu, le compte rendu préliminaire, et ensuite le radiologue lit ce qu'a fait l'interne, relit et Mmh. valide ce qu'a fait l'interne. OK, Mais les scanners ne sont pas triplement relus. bien sûr. En revanche, pour la mammographie, parfois c'est l'interne qui fait le compte rendu, le premier médecin qui valide, et ensuite c'est envoyé à un autre confrère en Mmh. deuxième lecture. OK, Mais les deuxièmes lectures, c'est seulement pour les mammographies qui sont normales. OK, d'accord, oui, oui, OK. Les mammographies où tu trouves quelque chose, t'as pas besoin d'une deuxième lecture, tu sais qu'il y a quelque chose, tu fais le prélèvement et tu vérifies si c'est bien un cancer ou si c'est quelque chose de bénin. En revanche, quand c'est normal et que t'as rien vu, tu le fais vérifier par quelqu'un d'autre pour être sûr qu'il a vraiment rien vu lui aussi, tu Mmh vois. mh. Complètement. Donc Oui. ça sécurise un peu. Mais oui, oui, et ça m'intéressait beaucoup de savoir, mais effectivement, l'erreur est humaine et c'est dans tous les corps de métier que c'est comme ça. Malheureusement, oui, c'est le fromage de Reason qu'on apprend dans les études de médecine, c'est Mmh. que par exemple, l'infirmière qui va se tromper dans la dose de médicaments, et ben, en fait, c'est parce que, bah, elle est surchargée par ça, c'est parce que Mmh. dans son travail, il y a des conditions qui font que et en fait, l'erreur, c'est un enchaînement de choses qui fait qu'il y a eu une défaillance, Mmh. en fait. Ouais, d'accord. Et ce qu'on essaye d'apprendre en France, c'est que l'erreur, c'est pas lié à une personne, mais c'est lié, en fait, à un système, à un enchaînement de choses et du coup, je pense qu'il faut faire une culture positive de l'erreur plutôt que de pointer du Mmh. doigt les gens qui font des erreurs parce qu'en fait, tout le monde se retrouve à faire des erreurs un jour, malheureusement. Le but, c'est d'en faire le moins possible. D'où l'importance de l'intelligence artificielle, justement, Carrément, bah, qui est bravo. pour moi une sorte de parachute. Non, mais pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un C'est parachute une belle transition, c'était ma prochaine question qui, parce que ah ouais, ça se suit. Non, mais c'est très logique comme interview. Mais c'est vrai que l'intelligence artificielle, moi, je pense que c'est une bonne chose parce que c'est quelque chose qui va permettre d'infirmer ou de confirmer ton diagnostic, tu Mmh. vois. Et parfois, bah, l'intelligence artificielle, elle va te montrer quelque chose. Toi, tu vas dire, bah non, c'est rassurant. Puis parfois, il y a une énorme masse, l'intelligence, elle va pas la voir. Ah, mais heureusement, toi, tu vois la grosse masse. Mais par contre, les petits nodules, elle va te les montrer. Donc, c'est parfois complémentaire en fait, hein. Ils ont fait des études et ils ont montré que IA seul c'est bien, radiologue seul c'est bien, mais IA pour plus radiologue c'est encore mieux. Mmh. Donc c'est pour ça que pour le radiologue, il peut pas, n'importe qui ne peut pas travailler avec une intelligence artificielle. Il faut quand même avoir les connaissances du médecin pour que Mmh. le médecin puisse valider ou invalider ce que dit l'intelligence artificielle, ce que montrent les images Bien sûr. Donc tu n'as pas de l'IA. peur que ta profession disparaisse du coup, j'imagine? Non, parce que pour moi, c'est comme quelque chose de complémentaire. Tu vois, Ouais, pour ouais, ouais. manger, tu as besoin d'une fourchette. Pour lire un livre, tu as besoin d'une lumière. Et bah, pour moi, en fait, l'IA, c'est une lumière en plus sur ton écran, tu Ouais, c'est vois. c'est volontairement, provocateur. J'avais déjà vu que sur ton compte, tu défendais, que Oui, mais moi, je pense que honnêtement, c'est une très très bonne chose, l'intelligence carrément. artificielle. Faut tous qu'on soit formés là-dessus parce que c'est ça, c'est l'outil avec lequel on travaillera demain. Et voilà, il y a eu plein d'innovations technologiques. Tu vois, l'arrivée d'Internet. Bah, c'est bien, c'est une évolution et bah, pour moi, l'arrivée de l'intelligence artificielle, c'est une évolution, tu vois? Et C'est ouais. faut vivre avec son temps. Bah, en plus, arrête-moi si je me trompe, mais la radio, ça a quoi? Ça a 100 ans? Une centaine d'années, la radiologie? Ouais, à peu près, Ouais, ouais. donc ça avance super vite et Ça ça avance très vite. transition sur ma prochaine question, c'est, est-ce que toi, ça t'inquiète du coup que ça aille aussi vite? Quand on sait que la radiologie, ça a 100 ans, que l'IRM, ça a 40 ans. Est-ce que tu as peur d'être, dépassé par les connaissances qui arrivent sur la radiologie ou est-ce que tu estimes que la formation continue que tu vas avoir, elle est suffisante pour, rester
au courant de tout ce qui se fait en radiologie du coup? Comment ça organise la formation continue du coup? Alors en fait, les imageries, elles se performent dans le sens où elles sont plus OK. précises. C'est-à-dire que, en fait, la qualité d'image est mieux qu'avant. Mmh. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est positif dans le sens où tu vois avec plus de précision les tissus, les organes, et donc ça te permet de faire des diagnostics plus précis. Mmh. C'est comme si une image un peu floue, tu la voyais de plus en plus nette et que tu pouvais plus discerner les choses. Mmh. Donc pour moi, c'est ça en fait, les avancées technologiques. Par exemple, tu vois, avec l'IRM 11.7 Tesla là, qui est sorti, OK. ça te permet de voir des détails d'image avec des petits vaisseaux dans le cortex et tout qui étaient pas actuellement visibles avec les IRM 1,5 Tesla. Et grâce à ces avancées, en fait, je pense qu'on va pouvoir aller plus loin dans les diagnostics, plus loin dans la prise en charge. Et bien sûr, c'est à nous aussi de nous former, de nous mettre à jour sur les Mmh. connaissances. Et je pense que garder un pied à l'hôpital, justement, ça te permet de rester un peu à la page et de rester au parfum de ce qui se passe dans la recherche et dans le monde médical. Bien sûr, carrément. Alors merci pour ta présentation du métier de radiologue. Autre sujet, c'est que sur, ton compte Instagram, on te voit souvent, défendre un petit peu des sujets d'actualité. J'ai vu, qu'hier tu as posté des trucs pour défendre un petit peu le sexisme contre les médecins, qui sont des femmes. Donc ça fait plaisir de voir ça, des personnes qui défendent ce genre de propos. Et du coup, moi je me pose moi je suis pharmacien du coup, donc j'ai pas forcément le même a priori aux études de médecine, mais qu'est-ce qui manque aux études de médecine aujourd'hui, pour que finalement il y ait une bonne reconnaissance des études de médecine qui sont complètement débordées? Je sais qu'il y a des internes qui font de 60 heures par semaine, qui sont payés à l'arrache, qui ont le moral à zéro. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui, tu crois, aux études de médecine pour que ça soit reconnu et bien payé et que ça, tout aille bien finalement? Parce que c'est essentiel. Donc, qu'est-ce qui manque? Moi, je pense qu'il faut de la bienveillance et de la reconnaissance. Alors, de la bienveillance, je parle aussi des collègues et des Mhm. confrères. Donc, de la bienveillance du point de vue des infirmières, de la bienveillance, parce que moi, j'ai fait un stage infirmier où justement, les infirmières, elles s'en foutaient un peu de moi parce que bah, j'étais étudiante en médecine et elles savaient qu'elles allaient jamais me revoir. J'ai fait une garde en stage de gynécologie obstétrique et malheureusement, les sages-femmes n'avaient pas le temps pour moi, mais elles avaient le temps pour l'étudiante Ouais, sage-femme. d'accord. J'ai été prise en charge gentiment par un homme sage-femme qui a bien voulu me montrer un accouchement, mais je sentais que j'étais l'étudiante de médecine et la persona non grata. Et je ne crache pas du tout sur ces métiers-là, mais je révèle juste des faits réels. Et moi, je veux qu'il y ait un respect mutuel dans toutes les couches, et je sais qu'il y a des médecins qui ne sont pas respectueux avec ces personnes-là. Mais moi, je pense qu'il faut d'abord de la bienveillance pour pouvoir travailler dans un milieu qui est sain. Et aussi, quand je dis de la bienveillance, c'est de la bienveillance du point de vue des chefs médecins envers les jeunes externes étudiants, parce que chacun avance à son rythme, chacun a son niveau de connaissance, et il ne faut pas juger quelqu'un qui ne comprend pas, mais plutôt l'aider à comprendre, plutôt que de le décourager et de lui dire: «Ah, mais t'as rien compris, t'es un âne, Mm. tu n'y arriveras jamais». Donc moi, je pense qu'il faut de la bienveillance, faut justement se mettre en face, enfin s'adapter à la personne qu'on a en face, parce que voilà, tous les étudiants de médecine ne sont pas au même niveau. Et c'est vrai que bon, bah, il y en a qui vont comprendre plus vite que d'autres, mais il faut donner plus de temps à ceux qui comprennent pas assez vite parce que plus tard, ils seront médecins. Je pense aussi que il faut de la bienveillance du point de vue des patients. Parce que tu vois, moi, Mm. quand j'étais étudiante en médecine, j'ai une patiente qui m'a dit ah non, non, vous êtes l'étudiante, vous rentrez pas dans ma Mm. chambre. Donc, bah, tu veux que j'apprenne la médecine comment? On est dans un hôpital public. Si tu veux pas avoir d'étudiante, tu vas dans le privé. Donc, c'est des moments que j'ai vécu qui m'ont renforcés, mais qui m'ont un peu, bien sûr, déstabilisée sur le moment. Et ensuite, il faut de la bienveillance du point de vue du gouvernement et il faut, pour moi, revaloriser le salaire des étudiants de médecine. Pourquoi des étudiants qui font des stages dans des entreprises, ils sont payés entre 500 et 800 euros par mois, et les étudiants de médecine, ils commencent à 100 euros et ils finissent leur externat à 300 Mm. euros. C'est pas normal. Donc voilà, pour moi, la revalorisation, elle doit aussi passer de façon monétaire et aussi par le temps de travail, c'est-à-dire que on doit respecter le temps de travail des médecins. Malheureusement, comme on sait, on manque de médecins dans certains hôpitaux, ce qui fait que certains internes doivent combler ce manque de Mhm. médecins. Donc, malheureusement, ils sont prisonniers de ce système-là qui fait qu'on manque de médecins. Donc, j'espère que dans les générations futures, quand on aura un peu comblé le déficit de médecins, on pourra arriver justement à un équilibre où il y aura plus d'heures de travail supplémentaires et on aura des rythmes à l'hôpital qui sont un peu plus viables. C'est important pour toi de défendre des sujets comme ça, d'actualité avec ta notoriété Bah, en fait, le problème, c'est que dans la presse, c'est très peu relayé parce que c'est pas des sujets qui se vendent et qui intéressent la population française, j'ai l'impression. Et en fait,
même si je suis suivie beaucoup par des gens qui sont dans le médical, il y a aussi des gens qui sont en dehors, qui s'intéressent à la médecine. Et en fait, de les sensibiliser sur ce sujet-là, pour moi, ça fait partie un peu de cet univers médical parce que c'est bien de donner des informations sur des maladies, mais c'est bien aussi de sensibiliser sur la partie professionnelle, sur la partie sociale, sur en fait, pour moi, médecine, c'est une galaxie en fait. Il n'y a pas Mmh. qu'une seule planète, il n'y a pas que la planète connaissance, il y a plein d'autres planètes qui vivent ensemble et qui gravitent Mmh. ensemble. Donc voilà. OK, OK. Et pourquoi les internes qui sont, je pense les plus touchés par le mal-être, dans les études, font pas grève tout simplement et laissent, le bordel tourner pendant 2 3 jours? Tu vois ce que je veux dire? Parce que malheureusement, tu sais, tu as la continuité des Ouais, soins. Et bah oui. donc, quand il y en a qui font la grève, faut qu'il y ait minimum quelques internes qui Ouais, sont. ouais. En fait, si tout le monde fait grève, tu en as qui vont forcément être réquisitionnés. Et en fait, tu peux pas, malheureusement, Bah déontologiquement oui, oui, parlant, tu peux pas ne pas offrir les soins aux patients. Donc, c'est vrai que les grèves des internes sont peu relayées et oui. peu médiatisées. Et le but, c'est que bah, on soit entendu. Mais en fait, les politiques savent très bien les conditions de travail des internes, ils savent très bien ce qui se passe. Sauf que malheureusement, de faire bouger les lignes, c'est un peu difficile et que, bien sûr, en France, il manque de moyens, hein. La Ouais, Sécu ouais, a un ouais. déficit énorme, la France a un déficit énorme et malheureusement, on n'alloue pas assez, pour moi, de budget dans le système de la santé et des soins. Et oui, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais ça fait plaisir en tout cas de voir des comptes qui relaient un petit peu ce genre de combat qui sont effectivement, rarement mis en avant sur les médias, traditionnels. Bien sûr, ouais. Je t'ai préparé un petit jeu qui s'appelle OK, «Ça dit quoi?». C'est des allez, des phrases qui sont, volontairement exagérées et provocatrices un petit peu et tu devras me dire ce que tu répondrais à des gens qui te diraient ça dans la vraie vie du coup. OK, vas-y, OK? je me mets dans l'ambiance. Les étudiants en médecine, je sais pas de quoi ils se plaignent, leurs études sont gratuites et en plus leurs stages sont payés et plus de 1 000 € en plus j'ai vu. Alors, si c'est plus de 1 000 euros, tu parles des internes. Là les internes, ouais. Alors, De quoi ils se plaignent? déjà, en fait, il faut savoir que en France, à part si tu vas dans des domaines privés, dans des écoles privées, l'accès à la scolarité, c'est payé par le contribuable. Donc, tout le monde y a accès gratuitement, mais en fait, tu contribues avec tes impôts à ce système. Mmh. Et en fait, les étudiants de médecine, comme les étudiants dans les facs de philosophie, ne vont pas payer, enfin, vont payer les droits d'inscription à la scolarité. Donc, en fait, tu peux dire à un étudiant de philosophie aussi que ses études Mmh. sont gratuites. Et tu peux dire ça aussi à n'importe quel étudiant. Pour ce qui est des stages, malheureusement, il faut compter les heures de travail vs le salaire. Et malheureusement, les étudiants de médecine sont payés moins que le SMIC horaire. Ouais, Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des étudiants dans d'autres domaines qui vont être payés plus que le SMIC horaire. Donc voilà, tout est relatif. exactement. Et malheureusement, les étudiants de médecine ont énormément de précarité. Moi, j'avais un de mes collègues, par exemple, j'ai jamais su pourquoi, mais il volait le PQ de l'hôpital, tu vois. Donc, est-ce que c'était parce qu'il n'avait pas le temps de faire les courses ou parce que ça coûtait trop cher? Je ne sais pas, et qu'il voulait faire des économies. Ou même, je connais des étudiants qui mangeaient à l'internat midi et soir parce que ça coûtait moins cher et parce qu'ils n'avaient pas les moyens de dépenser plus d'argent. Donc, je pense qu'il faut faut prendre des pincettes en fait quand on parle des étudiants de médecine parce que c'est des études qui demandent un énorme investissement, qui durent très longtemps et en fait où tu gagnes pas beaucoup d'argent. Et en fait, les gens qui me disent ouais, tu vas gagner de l'argent plus tard, bah non, parce que le temps que tu gagnes de l'argent plus tard et que ça lise sur toutes les années où tu as Mmh. mal vécu, ça vaut pas le coup en fait, tu Finalement, vois. ouais. Mmh. Donc tu vas gagner plus tard, mais il va falloir lisser par rapport à tes autres potes qui ont fait d'autres tafs, Mmh. qui ont gagné plus que toi. Et avant de lisser, je pense que ça prend au moins 4 5 ans. Donc C'est clair, voilà. c'est clair, c'est clair. Le deuxième, les déserts médicaux, c'est dû aux médecins qui veulent tous avoir la belle vie sur la Côte d'Azur. Mais tu as totalement raison. D'ailleurs, je vais chercher mes lunettes de soleil. Là, j'ai mon train qui m'attend pour Saint-Tropez. Non, alors en fait, malheureusement, les déserts médicaux, c'est partout en Ouais. France. Il faut savoir que même à Paris, tu as des déserts médicaux. Un désert médical, c'est quand il n'y a pas assez de médecins par rapport au nombre d'habitants. Et malheureusement, il y a des endroits où on manque de médecins. Et malheureusement, c'est partout en Mmh. France. Donc le but, c'est de créer une meilleure répartition de la démographie médicale pour pallier au déficit de médecins. Sauf que les médecins ne sont pas eux-mêmes responsables Mmh. de ce manque de médecins. Enfin, en fait, si on avait plus de médecins, on pourrait mieux les étaler, sauf qu'on n'a pas assez de Ah, médecins. Et donc, on ne peut pas étaler moins de médecins. Donc, il y a déjà assez de médecins un peu partout en France, mais malheureusement, on ne peut pas cloner les médecins et faire en sorte qu'ils soient partout dans toutes les régions de démographie médicale où justement mmh.
c'est un peu appauvri en médecins. Donc ça touche toute Donc la c'est pas la faute des médecins malheureusement, mais c'est la faute du numerus clausus et du manque du coup de médecins consécutifs depuis plusieurs années après des années politiques de manquement. exactement, tout à fait. Quatrième, j'en ai fait 5. Très bien. On est forcément mieux soigné à la clinique qu'à l'hôpital public. Ça dit quoi? Alors là, question très piège. Moi, je pense que en fait, tout dépend des compétences de chaque Mmh. médecin et de la structure dans laquelle tu es. Mmh. Et pour moi, en fait, ce qui change entre le privé et le public, ça va être le matériel, c'est-à-dire que dans le privé, bah, ça va être des plus beaux murs, ça va être un plus beau cadre, ça va un peu plus briller. Mmh. Mais derrière, c'est les mêmes personnes qui ont fait les mêmes études Mmh mh. et qui ont le même savoir. Et il y a des gens qui sont meilleurs dans le privé, comme il y en a qui sont meilleurs dans le public, et il y en a qui sont moins bons dans le public, comme il y en a qui sont moins bons dans le privé. Donc pour moi, en fait, ça dépend surtout du médecin que tu as en face de toi Mmh. et aussi de l'organisation des soins dans la structure dans laquelle tu es. Donc je ne suis pas pour une hiérarchisation Mmh, d'accord. privé-public, mais plutôt pour comment sont organisés les soins dans telle et telle structure. Carrément, puis je pense qu'un hôpital est pas comparable à un autre, comme une clinique, il y a forcément en France où un hôpital est meilleur qu'une clinique, enfin c'est pas Bah, ça comparable. dépend en fait aussi de la sous-spécialité et du domaine. Par exemple, tu en as qui sont en digestif, qui sont spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire. Oui. Tu en as qui vont être spécialisés dans les maladies inflammatoires dans l'intestin, les maladies de Crohn ou les rectocolites Mmh. hémorragiques. Tu en as qui vont être spécialisés dans la prise en charge des sleeve gastrectomies et les prises en charge voilà, des patients qui sont en surpoids. Mmh. Donc, en fait, chacun son sous-domaine de spécialité et il faut savoir aller chez la bonne personne, toquer à la bonne porte. Exactement, tout à fait. Et j'en ai un dernier. Bon, tu le prendras pas personnellement. C'est une petite pique, hein. Les Vas-y. déserts médicaux, c'est dû à la féminisation de la profession. Les femmes qui veulent faire Tout à 35 fait. heures par semaine. Et d'ailleurs, le niveau des médecins français d'année en année diminue à cause des femmes qui remplissent les facs de médecine et qui ont malheureusement des neurones en moins que les hommes. Ça a été prouvé anatomiquement d'après la dernière IRM 11,7 Tesla. Non, écoute, oui, c'est vrai que la médecine se féminise de plus en plus. Il y a plus de femmes sur les bancs de la fac. On arrive à la moitié, voire à un peu plus de femmes. Et je pense que en fait, bah, c'est comme dans tous les domaines, les générations ont changé. Les femmes peuvent ouvrir un compte en banque, peuvent avoir accès à l'information, peuvent s'instruire. Donc pour moi, comme dans tous les domaines, en fait, les femmes arrivent un peu partout et c'est une bonne chose que les femmes aient leur indépendance et puis choisir la voie qui leur Oui, fait plaisir. évidemment. Bon, je suis Voilà. désolé pour ce petit jeu, hein, c'est volontairement Mais non, mais provocateur, mais très bien, on rigole, hein. et maintenant, on va aborder du coup ton activité sur les réseaux et je crois que tu as Ouais, une bonne nouvelle à une bonne nouvelle à nous putain, j'arrive pas à le dire. tu peux le Tu as redire, une bonne nouvelle à nous annoncer parce que tu vas sortir, quelque chose, très prochainement. Je sais pas si tu veux le montrer bien à la sûr. caméra. Ouais, bien sûr, je l'ai avec moi, c'est mon petit Ton livre. super livre. C'est mon premier livre qui s'appelle Docteur avec un E justement parce que en fait pour moi le titre de docteur sans E ce n'est pas pour les femmes, c'est pour les hommes. Et Docteur avec un E, j'ai voulu être un peu provoque parce que je sais que il y a beaucoup de garçons d'ailleurs qui ont réagi quand j'ai mis Docteur avec un E qui m'ont dit j'aime pas du tout le titre de ton livre. Bah moi je trouve qu'il est très bien justement et qu'il faut assumer ce titre avec un E, c'est comme chef, c'est maintenant les femmes chefs de service, bah c'est chef avec deux F et un E. Mmh. Et en fait, il faut féminiser aussi les titres qui sont des titres des grades, Oui. voilà. Donc les femmes arrivent en médecine et il faut le crier haut et fort. Et le sous-titre, c'est Médecine au rayon X. Parce qu'en fait, j'ai voulu aborder plein de sujets sur la médecine en le passant au peigne fin, en décryptant un peu ce qui se passe. Donc la première partie du livre, ça va être mon expérience personnelle. Donc c'est plutôt un témoignage. Je raconte ma première année de médecine jusqu'à la fin de l'internat. Donc c'est vraiment toute ma partie étudiante avec des phases différentes. Ensuite, la deuxième partie, et j'agrémente ça aussi avec des petits conseils pour les étudiants de médecine. Ensuite, la deuxième partie, c'est plutôt la médecine et l'hôpital, donc l'ambiance carabine, les fresques à l'hôpital, le self, l'ambiance à l'internat, Mmh. les gardes, comment ça se passe une garde, quels sont les salaires des médecins, les vrais salaires des médecins pendant les gardes, parce que moi, tu vois, ça m'est arrivé d'annoncer mon salaire et qu'on me dise, mais non, tu mens, c'est pas vrai, t'es radiologue. Bah non, je suis radiologue, mais je travaille à l'hôpital, donc en fait, mon salaire, c'est pareil que tout le monde, que les autres médecins. Je parle aussi le fait d'être une femme en Mmh. médecine, être une femme à l'hôpital. Donc,
des violences sexistes, des violences sexuelles. Il faut savoir que d'après le baromètre Données DL à la santé, plus de 8 femmes sur 10 à l'hôpital ou dans le milieu professionnel médical se sont senties discriminées du fait de leur Mmh. genre. Donc c'est quand même un chiffre qui est assez élevé. Et donc pour moi, c'était important de souligner ce phénomène-là. Et ensuite, la dernière partie, c'est être médecin aujourd'hui. Donc c'est en fait, quels sont les enjeux de notre génération? C'est les déserts médicaux, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle en médecine, notamment en radiologie, mais aussi dans les autres spécialités médicales. C'est également le burn-out, comment gérer la santé mentale des médecins. Donc voilà, pour les médecins et les patients, les rapports médecins-patients qui ont beaucoup évolué Mmh. aussi. Et pour moi, en fait, c'était important d'aborder ces sujets qui sont quand même des sujets assez vastes et assez Mmh. différents pour avoir une vision un peu tous azimuts de la Et médecine. carrément, c'est un 360 degrés. ça sort un peu des sentiers battus ce livre, du coup, c'est pas le genre de livre qu'on a l'habitude de voir, par les autres créateurs et je trouve que ça fait du bien, du coup, de voir un petit peu de diversité avec d'autres sujets qui sont abordés, ouais. Et d'ailleurs, ce livre, du coup, il est coécrit Oui, avec Julien ouais. Bergeau, qui est un auteur et dessinateur de BD assez Mmh. renommé. Et en fait, je voulais pas que ce soit un livre avec juste du texte, je voulais que ce soit agrémenté avec des images, mais que ce soit des images humoristiques avec du deuxième degré pour que ce soit un peu plus divertissant et immersif. Mmh mh. Et le but, justement, c'est que les personnes qui ne sont pas en médecine puissent plonger dans l'univers médical et que les jeunes étudiants en médecine puissent aussi avoir d'autres visions sur le monde de la médecine. Donc tout le monde peut se retrouver dans ce livre et Oui, en comprendre. fait, le but, voilà, c'était vraiment que ce soit un livre grand public, mais à la fois aussi pour les étudiants de médecine, parce que j'agrémente ça avec des conseils pour réviser. J'explique, est-ce que c'est mieux de faire tutorat au prépa? Est-ce que c'est mieux de bosser chez soi ou à la Mmh. bibliothèque? Comment réviser? J'ai fait les 10 commandements de la première année de médecine, donc vraiment les 10 conseils principaux pour moi pour réussir. Trop cool. Donc voilà. Ah, trop, trop cool. Donc c'est un livre, ouais, destiné à vraiment à tous les étudiants, que ce soit médecine ou pas et même, des gens qui sont pas en médecine qui pourraient se retrouver dedans. Donc trop cool. Je crois Voilà, que ça exactement. sort, début mai, c'est ça, hein? Le 5 mai? Ouais, ça sort le 2 Le mai, 2 mai? dans 2 Trop, semaines. trop cool. Ouais. Et donc ça sera dispo dans toutes les librairies, Amazon, Ce sera dispo dans toutes les librairies, ce sera dispo à la Fnac, OK. et il faut pas trop le dire, mais aussi sur Amazon. Pourquoi il faut pas? Mais je conseille aux gens d'acheter Oui, plutôt en librairie pour soutenir les bah, bien libraires, sûr, ouais. plutôt que d'aller sur une grosse plateforme Amazon. Mmh. Ça vous fait sortir et ça vous permet de lutter contre la sédentarité. Exactement, tout à fait. C'est trop cool. Donc tu as voulu faire un livre, imagé pour, ajouter un petit peu une note humoristique et que ce soit divertissant, c'est ce que tu disais? Tu l'as rencontré comment? Ouais, en fait, je voulais que ce soit un univers qui soit coloré parce que c'est vrai qu'on imagine le milieu hospitalier, les études de médecine comme quelque chose de Mmh. gris. Moi, je suis en radiologie en plus, donc je vois la vie en noir, blanc et gris. Donc, je voulais justement créer quelque chose à l'antithèse de ce qu'on peut imaginer et justement créer un univers hyper riche, hyper coloré, un peu amusant. Mmh. En fait, je voulais qu'on ait envie, qu'on ait du sourire en le lisant, qu'on ait de la compassion pour les étudiants de médecine qui ont des études longues, aussi pour de la compassion pour nos médecins et aussi qu'on ait une vision un peu plus embellie. Enfin, je suis très réaliste hein, dans ce que je raconte, donc je raconte des bons moments, des mauvais moments, mais quelque chose qui soit réaliste mais coloré et un peu comme un dessin animé, tu Mmh. vois. Et du coup, tu l'as rencontré comment le dessinateur? Tu le connaissais déjà avant ou vous êtes rencontrés? Alors, l'histoire, c'est que Julien Bergeau me suivait pendant le Covid. Mmh. Et moi, enfin, j'adorais, moi, en fait, son univers parce que j'avais lu 50 nuances de grec. C'est une de ses BD. Et moi, j'adore la mythologie grecque. Mmh mh. Et j'avais trouvé ça génial, en fait, qu'il fasse un milieu immersif où t'es la mythologie grecque dans notre époque, avec des petites vannes sur Zeus qui est sur Tinder. Enfin, je spoil pas. Mais voilà, j'aimais beaucoup l'univers de Jules. Mais voilà, je savais pas qu'il pouvait me suivre un jour. Et un jour, en fait, je vois que pendant le Covid, il me cite dans un article sur les comptes à suivre pendant le Covid. Alors, je sais plus quel abonné m'envoie ça, mais on me dit, ah tiens, regarde, t'es dans quel tel magazine, on t'a cité dans les comptes à suivre pendant le Covid. Et je vois que c'est Julien Bergeau. Donc, je cherche qui est ce Julien Bergeau et je dis, ah mais non, mais c'est le mec de la BD que j'adore. Donc, je le suis, on parle un peu sur Instagram. Et après, dans un cadre privé, chez un ami, je l'ai rencontré, tout à fait par hasard, je m'attendais pas à le voir. C'est ouf. Et donc, c'était en mode, ah mais oui, on se suit sur Instagram, machin. Et après, j'avais eu l'idée depuis un petit moment de faire un livre, je ne savais pas trop sur quoi. Et en fait, de faire un livre sur les études de médecine où je raconte mon parcours de façon personnelle, vu que c'était la fin de mon internat, ça me paraissait concordant. Et en fait, j'ai croisé Jules. Et en fait, je voulais pas que ce soit un livre où il y ait que du texte, je voulais que ce soit avec de la BD. Je n'avais aucune idée de qui j'allais prendre pour faire le dessinateur de BD. Et en fait, je croise Jules par hasard un soir, alors que je venais de terminer mon internat et que je venais de rentrer à Paris.
Et je lui dis, ah mais tiens, ça te dirait qu'on fasse un livre ensemble et tout? Et il me dit avec grand plaisir. Et en fait, le lundi d'après, du coup, on s'est réunis, on a fait un brainstorming, on a parlé des idées. Après, il a appelé l'éditeur le lendemain et c'est ainsi que tout est Et parti. ça, c'était quand du coup? Ça prend combien de temps de faire un lycée? 1 an? C'était en mai 2023. 23, OK, ouais. Enfin, c'était, Ouais. en fait, j'ai croisé Jules fin avril 2023 et on avait eu le rendez-vous chez l'éditeur début mai et on a signé mi-mai. C'est ouf, c'est ouf. Ça, c'est un super beau projet. Ça allait très vite. C'est un super beau Et en projet. fait, comme c'est un livre, en fait, où comme j'avais déjà cogité là-dessus en 2023, Mmh. j'avais déjà les idées, les thématiques que je voulais aborder. Il suffisait juste que je me mette devant mon ordinateur et que ça déroule. OK. Non, mais c'est un trop, trop beau projet. Voilà. Et tu dirais que c'est un aboutissement du coup, ce livre? Ou est-ce que tu as encore des projets encore plus grands de créer, je sais pas, Non, c'est pas un aboutissement pour moi. Pour moi, c'est la première Ouais. pierre d'un édifice, d'une grosse construction que j'aimerais bâtir. Pour moi, mon but après, c'est d'étendre un peu ma sphère d'action, c'est-à-dire bah, faire grossir bien sûr ma communauté sur les réseaux sociaux. Peut-être, pourquoi pas, écrire un jour un autre livre sur Mmh. un autre sujet. Pour l'instant, j'ai pas d'idée parce que c'est pas comme D'accord. ça que ça vient, malheureusement. Mais voilà, peut-être écrire un livre sur un autre sujet. Peut-être aussi faire plus de médias. Pourquoi pas d'être un peu dans une sphère un peu plus, faire du journalisme médical, intervenir dans des émissions et tout. Je pense que ce serait un petit rêve. Ah ouais, ouais, carrément, mais je suivrai ça avec, beaucoup d'attention et je te le souhaite en tout cas. C'est un Bah, si beau ça se projet, passe, carrément. Et sinon, il y a un autre projet que je suis attentivement aussi, parce que moi j'aime beaucoup les podcasts, c'est Docs en Blues, que tu as lancé avec tout à fait. Alexandre et Guillaume, c'est ça? 2 autres, Exactement. internes. C'est des copains de fac du coup? Tu les as rencontrés comment eux? Non, je les ai rencontrés via les réseaux sociaux. OK. Alors en fait, Guillaume m'a envoyé un message l'année dernière aussi, donc plutôt vers Mmh. juin-juillet, où il me dit, voilà, on a été contacté pour un producteur pour faire une émission de santé de jeunes. Est-ce que ça te dirait de le faire Mmh. avec nous? Puisqu'on était tous sur Paris. Et moi, je les voyais déjà sur TikTok et je trouvais leur contenu hyper sympa, hyper rafraîchissant. Et je me suis sentie à l'aise de les rencontrer, de travailler avec eux, de commencer avec eux. Donc on a commencé avec quelques vidéos, on a vu que ça marchait bien. Et on s'est dit, bon, bah allez, on se lance. Sauf que le producteur, du coup, nous a lâchés. Et donc, on a commencé à se lancer tout Mmh. seul. On est aidé par Kenza, qui est ostéopathe et qui fait toute la partie gestion de la Mmh. chaîne et qui s'occupe des montages, qui s'occupe de notre image, etc. Et donc, voilà, on est quatre dans cette aventure qu'on a appelée Docs en Blues, ce qui veut dire qu'on est des médecins sans Mmh. filtre. On essaye de trouver des cadres qui sont pas trop sérieux, qui sont plutôt en fait, on veut faire quelque chose qui sont authentiques, spontanés. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est toujours tourner une Mmh. fois. C'est dans l'instantané et on ne retourne OK. jamais. C'est comme là maintenant, je te Super. parle en instantané. Voilà. Donc vraiment, c'était de créer quelque chose de naturel et d'instructif et de parler de thématiques de santé, de sujets et d'avoir une parole libre pour les étudiants de médecine qui se posent des questions par rapport à certains sujets et aussi pour que les personnes qui s'intéressent au monde médical puissent avoir des Non, mais informations. c'est très, très cool. Moi, je suis tous les épisodes et j'adore. En plus, il y a des invités, très, très cool qui passent à chaque fois, donc j'aime beaucoup et je recommande à tous les auditeurs d'écouter Docs en Blues aussi. Trop cool. J'ai des petites questions de fin. On va arriver vers la question de fin, du coup. Quelles ont été tes inspirations, toi? J'entends souvent, j'ai lu un petit peu, à propos de Sophie et j'ai vu qu'on parle souvent du grand-père qui était médecin et qui était une source Ouais. d'inspiration, je crois, hein? C'est ça, hein? Ouais, mon grand-père a beaucoup compté pour moi. Bah, en fait, quand j'étais petite, mon grand-père s'occupait Mmh, beaucoup de moi parce que mes parents travaillaient beaucoup et j'ai passé beaucoup de temps chez lui, mmh. du coup, dans son bureau où je voyais son Ouais. microscope, je voyais ses piles de dossiers, je voyais son tampon avec son nom, je voyais qu'il signait, je voyais qu'il faisait des ordonnances. Et tout cet univers-là, en fait, studieux et avec tous ces dossiers, j'étais en mode, mais moi aussi, je veux travailler, moi aussi, je veux mettre des tampons, je veux faire des signatures et je veux faire des ordonnances. Ouais, Je trouvais ça trop trop cool, cool. ouais. Donc, c'est vrai qu'il m'a beaucoup inspirée là-dedans. J'adorais aussi regarder tous les films de Il était une fois la vie, Le bus magique, l'imagerie du corps humain. Heureusement, mes parents s'occupaient de moi aussi les week-ends un peu quand ils avaient le temps, donc j'allais beaucoup à la Cité des Sciences. J'aimais beaucoup les Mmh. sciences. J'aimais pas beaucoup lire, paradoxalement. J'aimais beaucoup la poésie. Et en fait, j'ai commencé à écrire en écrivant des poèmes. Moi, j'ai écrit des poèmes à la fin de la troisième. Et j'ai écrit des poèmes jusqu'à ma troisième année de médecine. Et après, j'ai été prise par l'externat, donc arrêté d'écrire des poèmes. Et pendant mon internat, j'ai eu quelques périodes où j'ai écrit des poèmes, mais j'ai complètement perdu
cette créativité et les poussées inspiratrices qui me prenaient. Ça n'a rien à voir, hein, mais voilà. J'aimais beaucoup la poésie, donc c'était l'atelier d'écriture qui me plaisait énormément. Et oui, donc mon grand-père m'a beaucoup inspirée. J'ai 2 autres de mes grands-parents aussi qui sont médecins du côté de mon père. J'ai ma grand-mère qui était, pédiatre et mon grand-père qui était pneumologue. Et en fait, la médecine, dans ma famille a sauté une génération, c'est-à-dire que ni ma mère, ni frères et sœurs n'ont fait médecine et ni mon père, ni ses frères n'ont fait médecine et mes frères n'ont pas fait médecine, ni mes cousins, cousines. Donc je suis le seul, case report de la famille à avoir fait, ces maudites études de médecine. Mais je regrette pas du tout d'avoir fait mon choix. Tous les matins, je me lève et en fait, je suis contente. Je me dis, en fait, tous les matins, je me réveille et je me dis, ça y est, c'est fini. Je suis radiologue, je travaille à l'hôpital, j'ai un poste à Cochin, je suis trop contente, c'est génial. Et tous les jours, je me réveille et je me dis, ça y est, je suis Ouais, arrivée là où je voulais être en fait. C'est-à-dire mon rêve, c'était d'être médecin, de faire radiologie, d'être à Paris. Et je me dis, en fait, je suis trop heureuse d'être là et d'être arrivée jusque-là. Et enfin, je suis contente de mon parcours. Et voilà, je me sens hyper, comment dire, privilégiée, entre guillemets, d'être arrivée là. Et même si j'ai fourni des efforts et tout, je me dis que ça a bien payé. Donc, je regrette pas d'avoir fourni tous ouais, ces efforts bravo, pour y bravo, arriver. bravo. J'ai trouvé Merci. une idée pour un deuxième livre, c'est un recueil de poèmes. Ah, mais j'aimerais bien. Si un éditeur veut prendre mes poèmes, c'est avec grand plaisir. J'en ai une trentaine. Mais le problème, c'est que la poésie, je crois que ça intéresse pas trop de gens, mais bon, Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup. on verra. Je demanderai à Jules de faire les Voilà, dessins. c'est ça. Et du coup, j'ai une autre question que je pose à tous mes invités, c'est qui est-ce que je pourrais inviter sur ce podcast? Comme ça me permet de faire des liens entre les épisodes. Je dis, c'est un tel qui t'a invité sur ce podcast, tu vois. Est-ce que toi, il y a un créateur avec qui tu t'entends particulièrement bien que je pourrais inviter? Est-ce que... Alors, moi, j'ai une liste de gens que j'adore sur les réseaux Ouais, sociaux. Tu veux rester dans le domaine de la santé, j'imagine? ouais, dans la santé. Alors, on va rester dans le domaine de la santé, mais des personnes que tu pourrais inviter, Jean-Michel Cohen, il a plein de choses Oh, intéressantes à raconter. ouais. Je pense que Michel Simès, même si je le connais pas, il a plein de choses à raconter qui doivent Mhm. être hyper intéressantes. Carrément, Je ouais. pense que Guillaume et Alexandre aussi, ils ont plein de choses Mhm. intéressantes à raconter. Je pense que là, tu as quand même une large Carrément. couverture de personnes à pouvoir inviter. C'est vrai. J'espère qu'ils auront un peu de temps à m'accorder du coup, parce que tu m'as cité des grands noms quand même. Et par Et exemple, oui. si tu avais une question à leur poser, à tous ces médecins, ça serait quoi? Comme ça, je leur poserai à l'interview. Ah là, c'est une question très très difficile. Si j'avais une question à leur poser, ok, je leur dirais, si t'avais pas fait médecine, qu'est-ce que tu aurais fait? Ok. Ben, je leur poserai, je te dis alors réponse du coup. Trop cool. Je suis arrivé à la fin de mes questions. J'en ai Super. eu une dernière. Est-ce que les auditeurs qui sont arrivés jusqu'ici, j'ai un peu l'impression de racketter mes invités à chaque fois, mais est-ce qu'ils pourraient avoir un livre dédicacé à faire gagner, par exemple, les auditeurs qui sont restés jusqu'ici? Alors, en fait, j'organise un jeu concours Ah, trop bien. le 6 mai. Ouais. Donc, je sais pas si ce sera publié d'ici là, mais je fais un jeu Non. concours le 6 mai où je fais gagner 10 livres. Ok. Donc, s'il y en a Et qui ben, veulent être tirés au et sort, ils sont ben, les bienvenus. si le concours est toujours d'actualité, j'oriente tout le monde à aller participer à ce jeu concours, effectivement. Parce que je sais pas quand ça sera publié, mais le 6 mai, c'est dans quoi? 15 jours? Mais Je ce sais pas. sera du 6 mai au 12 ou 13 mai le jeu concours. Ah ben, il y aura Donc, ça peut-être te ce laisse un sera peu de temps. encore peut-être d'actualité, c'est vrai. Carrément. Et ben, je suis arrivé à la fin de mes questions. Merci Anthony, c'était hyper intéressant. Ça m'a permis de réfléchir un petit peu à plein de choses. C'était hyper varié, hyper divers. Je vois que tu as fait un vrai travail de recherche en plus pour cette interview, c'est vraiment génial. Ah, mais ça me fait très plaisir. J'ai essayé de, ouais, parler un petit peu de tout, de ton métier, mais aussi pas me focaliser uniquement là-dessus pour que ça intéresse un peu tout le monde. Donc, ouais, je suis content de cette interview. Merci beaucoup de m'avoir donné du temps. Ah, merci à toi, c'est normal. Et merci à toi d'avoir pris le temps de t'intéresser à moi. C'est gentil. C'est cool. Reste encore 30 secondes, je te dis au revoir, coupe pas et moi je dis au revoir aux abonnés. Goodbye. Ça marche, à plus. Les amis, mettez 5 étoiles au podcast et recommandez-moi des personnes que vous aimeriez que j'interviewe et je les contacterai avec grand plaisir. Salut Sophie. Salut Anthony. Ça y est, t'as officiellement atteint la fin de l'épisode, j'espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me recommander des créateurs que tu aimerais que j'interviewe dans le podcast, je les contacterai avec grand plaisir. Aussi, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes d'écoute, c'est vraiment très important pour moi. On se retrouve très vite dans un prochain podcast, c'était Anthony, alias Douzerie, pour première consultation, à bientôt les amis.